finalement la méthode equals. Donc, on se rappelle que dans la méthode object, dans la classe object, pardon, il y a des méthodes d'instance et que ces méthodes d'instance-là sont héritées par toutes les autres classes de la hiérarchie, donc tous les objets, quels qu'ils soient, et que parmi ces méthodes-là, il y en a quelques-unes qui sont redéfinissables. Il y a getHashcode, il y a equals, puis il y a toString. On a vu toString à la section précédente. GetHashcode, on voit ça en prog 3. Et equals, ben là, on va s'y intéresser un peu. Donc, on se rappelle d'abord aussi qu'il y a une différence entre une égalité de contenu et une égalité de référence. Donc, il y a une égalité de contenu, c'est que deux objets sont égaux s'ils possèdent les mêmes caractéristiques. C'est le défaut pour les types valeurs comme int, char, bool, double, etc. L'égalité de référence, ben, deux objets sont égaux si c'est le même objet dans la mémoire de l'ordinateur, le même emplacement mémoire. C'est le défaut pour les types de référence. Une exception notable, c'est le type string. Donc, ce qui n'arrange rien, c'est qu'il existe plusieurs moyens d'invoquer ou de tester l'égalité en C#. On peut utiliser l'opérateur d'égalité, égal, égal. Bon, ça peut être pire, parce que si vous faites du JavaScript, vous avez égal, égal, puis vous avez égal, égal, égal. Mais, bon, en C#, vous avez juste égal, égal. Vous avez la méthode statique object.equals, et vous avez la méthode d'instance héritable object.equals. Bon, c'est quoi la différence entre ces deux-là? Je ne veux pas m'embarquer dans... En fait, la différence, vous l'avez ici. Donc, ici, on utilise l'opérateur d'égalité. Est-ce que 10 égale 10? Oui. Ici, on utilise object.equals, donc la méthode statique de object pour tester l'égalité. Est-ce que 10 égale 10? Oui. Et ici, on appelle directement 10 pour lui demander « Hey 10, es-tu égal à 10? » Évidemment, la réponse, c'est vrai. Okay. Et avec tout ça, on n'a pas non plus parlé d'un autre truc qu'on appelle eEquatable. Donc l'interface eEquatable, on va en parler en prog 3. Et si je dis 11, parce que d'habitude, c'est moi qui donne prog 3, mais bon. Disons que c'est ça, on ne sait jamais. Peut-être que ce ne sera pas moi. Probablement que ça va être moi. Donc redéfinir equals. Donc, de la même manière que vous pouvez redéfinir toString, vous pouvez aussi redéfinir equals. Donc, contrairement à toString, cependant, qu'on aime bien redéfinir à l'occasion, ne serait-ce que pour avoir quelque chose de plus lisible dans le débogueur de Visual Studio, il faut avoir une bonne raison pour redéfinir l'égalité dans une classe, parce que on va alors aller à l'encontre d'une convention bien établie en C#. C'est que les types valeurs, on a une égalité de contenu, alors que les types références, on a une égalité de référence, sauf pour string. Mais admettons qu'on veut redéfinir equals. Donc, comment on pourrait faire ça? Ben, ici, par exemple, on a une méthode personne, la classe personne, pardon, avec un prénom et un nom, et on redéfinit equals de la façon suivante. Donc, public override bool equals object autre. Et ce qu'on dit, c'est que si l'autre est une personne, si, c'est-à-dire, ici on fait un one-liner. Okay, on aurait pu évidemment faire un if, puis etc. Mais c'est plus simple de le faire avec un one-liner. Donc, si l'autre est une personne P, et que le prénom de cette personne-là est le même prénom que notre prénom à nous, 10.prénom, ça veut dire notre prénom à nous, et que le nom de cette personne-là, cette autre personne-là, c'est le même que notre nom, alors on est équivalent. Okay. Autrement dit, si deux personnes ont le même nom et le même prénom, ben ils sont pareils. OK? Alors, ici on voit le test, on crée une nouvelle personne, Marie Curie, on crée une deuxième personne, Marie Curie. Est-ce que la personne 1 est égale à la personne 2? Vrai. Si on utilise object.equals, est-ce que object.equals, personne 1 égale personne 2? Point d'homme? Vrai. Par contre, si vous utilisez l'égalité, le symbole d'égalité, égal, égal, puis vous faites un test, vous allez obtenir faux. Parce que l'égalité, disons, avec l'opérateur, essentiellement, c'est une égalité de référence la plupart du temps, sauf si on redéfinit l'opérateur égal-égal. On aurait pu le faire, mais là, ça aurait été compliqué encore plus. Okay? Donc, on ne veut pas nécessairement
disons, peut-être qu'on va le faire en Proc 3, je sais pas trop, mais disons que ici, là, on voulait pas trop, là, je veux dire, regarde, l'égalité, là, on pourrait faire un document au complet juste sur l'égalité. Ça fait que faut pas trop s'en faire chez les fleurs du tapis non plus. Mais c'est juste pour vous donner une idée. Okay? Puis voir aussi comment on fait ça, là, redéfinir l'égalité. Okay? Avec l'opérateur is, personne P, et P.data. OK? Comme un one-liner. Donc, il y a une autre chose, je ne sais pas si j'en parle ici. En tout cas, il y a ici le fait que la personne soit soulignée, on va régler ça. Il va y avoir une petite affaire là-dessus dans le TP par rapport à ça. Donc, redéfinissez maintenant l'égalité. On a ici crée un nouvel article avec un nom et un prix. On se crée un nouvel article ici. Article 1, crayon, prix 1,99. Article 2, crayon, prix 1,99. Est-ce que l'article 1 est égal à l'article 2? Vrai. Est-ce que les deux articles, l'article 1 et l'article 2, sont égaux? Vrai. Est-ce que l'article 1 égale l'article 2 avec le symbole d'égalité? Non. Parce que ça, c'est une égalité de référence par défaut, sauf si on redéfinit l'opérateur d'égalité. Alors, faites votre saisie ici. Donc, en résumé, on retrouve des formes d'égalité en C#, l'égalité de contenu pour les types valeurs, l'égalité de référence pour les types références, sauf string. On peut cependant redéfinir l'égalité comme cela a été fait en fait dans la classe string. Une redéfinition complète et harmonisée est cependant au-delà de ce que nous voulons faire ici, car elle demanderait de redéfinir la méthode equals héritée de object. On a vu comment faire ici. Redéfinir l'opérateur d'égalité, redéfinir la méthode getHashCode, redéfinir equals de énumérable. Donc, ça devient un peu compliqué. Puis, on va voir comment on peut faire tout ça en Pro 3, mais c'est pas vraiment difficile, c'est juste que c'est un petit peu techniquement compliqué. Mais c'est pas vraiment difficile. Okay? Le plus tough, en fait, c'est ce qu'on vient de faire là, c'est redéfinir equals. C'est juste qu'on n'a pas le temps de rentrer dans ces détails-là ici. C'est juste l'idée, c'est qu'on voit comment on peut redéfinir une méthode, puis pas juste redéfinir toString. Donc voilà. Ce qui nous amène à la conclusion. Donc, au niveau des constructeurs, donc l'initialisation des données d'un objet peut se faire avec une séquence d'initialisation, un constructeur ou une combinaison des deux. La séquence convient lorsque les données sont facultatives. Pour assurer l'initialisation des données obligatoires, l'ajout d'un constructeur est requis. La tâche de constructeur est donc la suivante, valider les arguments, sinon exception, initialiser les données. Puis là, j'ai pas mis ici que la tâche de constructeur, c'était aussi de appeler le constructeur du parent s'il existe. Okay. Une classe peut avoir 0, 1 ou plusieurs constructeurs. Si elle ne définit aucun constructeur, le compilateur va en ajouter un automatiquement. Dans ce cas-là, ça va être un constructeur par défaut ou implicite, sans argument. Si une classe définit au moins un constructeur, alors toute initialisation de cette classe-là doit passer obligatoirement par l'invocation d'un de ces constructeurs. Certains constructeurs particuliers remplissent des rôles spéciaux. Constructeur par défaut, constructeur de copie, constructeur privé, constructeur statique et créateur, qui est une méthode qui sert à construire. Le constructeur par défaut, c'est-à-dire sans argument, est automatiquement invoqué lorsqu'on procède à une séquence d'initialisation ou alors lorsqu'on désérialise un objet. ToString. Il existe deux sortes de méthodes d'instance, des méthodes virtuelles et des méthodes non virtuelles, on pourrait dire normales. ToString est une méthode virtuelle de object, donc héritée par tous les types de données qui existent en C#. Puisqu'elle est virtuelle, on peut la redéfinir dans n'importe quelle classe. Par polymorphisme, chaque fois que la méthode ToString est invoquée, c'est toujours la méthode propre à chaque classe qui est invoquée. Sinon, c'est la version héritée de son ancêtre le plus rapproché. Lorsqu'on redéfinit, c'est-à-dire override, une méthode virtuelle, on peut utiliser le mot-clé base pour référencer la classe parente et donc invoquer la version du parent. La méthode toString est implicitement invoquée lorsqu'on effectue une interpolation, une concaténation ou un affichage du type WriteLine. Elle est aussi utilisée dans le débogueur de Visual Studio, ce qui est facilitant. En ce qui concerne l'égalité, on retrouve deux formes d'égalité en C#, une égalité de contenu pour les types valeurs et une égalité de référence pour les types références, sauf string.
On peut cependant redéfinir l'égalité, comme cela a été fait dans la classe string. Une telle redéfinition généralisée passe obligatoirement par la redéfinition spécifique de la méthode virtuelle equals héritée de object. À un niveau débutant, une telle redéfinition n'est cependant pas conseillée, attribuable aux incohérences possibles que cela peut engendrer lorsqu'on ne fait pas correctement. Donc, vous pouvez maintenant procéder à votre auto-évaluation. Vous avez ici les différentes sections, 2, 3, 4, 5, 6, 7, avec le pointage. Vous mettez ça, ça vous donne un total sur 10. Vous remettez le tout sur les A, le PowerPoint non zippé. Vous ajoutez votre note d'auto-évaluation sur 10 et le temps que ça vous a pris. Voilà.